Voilà, rebonjour mesdames et messieurs. Good afternoon to all of you. First of all, some of our speakers are English speaking, so if you need earphones, it's now. Dans l'autre sens, si vous avez besoin d'écouteurs, c'est maintenant, parce que plusieurs de nos intervenants seront anglophones. J'ai l'impression qu'on va pouvoir y aller. Frédéric, on va pouvoir y aller. Tant pis pour les retardataires, parce que notre temps est limité. Is it working? Do you have the... OK. Bonjour à tous. Le thème de cette table ronde est donc celui de la ville performante, Performing City. Thème qui est évidemment très présent en Afrique. Je rappelle juste des données qui ont été pour partie indiquées ce matin, notamment par Lionel Zinsou. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1 milliard d'individus, dont environ la moitié urbanisés, c'est-à-dire 500 millions de personnes. Dans 30 ans, même pas, tous les démographes, tous les économistes sont d'accord là-dessus. L'Afrique, ce sera 2 milliards de personnes avec environ 3/4 de la population qui sera urbanisée, c'est-à-dire 1,5 milliard. Ça veut dire qu'en 30 ans, en une génération, comme disait Lionel ce matin, on passera de 500 millions de personnes urbanisées à 1,5 milliard. On triplera. Et tous autant que nous sommes ici, nous avons sûrement des exemples de villes plus ou moins connues qui doublent ou qui ont des populations qui croissent très très vite, pour lesquelles il faut nécessairement revoir en profondeur l'aménagement urbain. J'ajoute à ça qu'il y a des problématiques qui sont nouvelles, parce que les gens qui viennent en milieu urbain cherchent évidemment à y trouver le confort ou les services qu'ils sont en droit d'attendre dans n'importe quel système urbanisé moderne, les transports, l'assainissement, la santé, etc., etc. Et c'est pour ça que nous avons choisi pour ce deuxième forum économique comme un des thèmes majeurs la question de la ville performante, la question de la ville performante en Afrique, avec un panel que vous avez sur votre programme et avec qui nous allons essayer de tenir rapidement une première session d'intervention pour ensuite avoir les questions et les réponses en échange avec la salle. J'ajoute juste qu'à l'intérieur de MEDEF International, nous avons décidé, compte tenu de l'urgence et compte tenu de l'importance de ce sujet, mais aussi compte tenu de la compétence des entreprises françaises sur, au fond, toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis la planification, la programmation, jusqu'à la maintenance de l'ensemble des services, eau, électricité, transport, assainissement, traitement des déchets, etc. Nous avons décidé de créer une task force de MEDEF International, dont je suis par ailleurs le président, et qui comporte déjà 160 entreprises françaises qui sont prêtes à intervenir, non pas pour proposer une offre packagée, ce n'est pas ça le sujet, parce que chaque entreprise fait son métier, mais pour aller de manière groupée, d'aller en équipe de France, essayer de proposer des offres globales, au moins des offres qui répondent à la totalité de la question posée. Nous faisons ça, bien sûr, en collaboration avec l'ensemble des acteurs, avec les pouvoirs publics, avec l'ensemble des autres acteurs de la ville. Je pense bien sûr aux élus français notamment, qui sont avec nous. Le tout sous l'ombrelle de Vivapolis, qui est une espèce de marque déposée qui représente l'excellence française en matière de réponse aux questions de ville.
Ayant dit ceci, j'ai déjà été trop long. Je vous propose donc de commencer par une intervention des deux responsables de mairie qui nous ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui. Je veux parler des villes de Kampala et de Johannesburg. Et puis ensuite, nous verrons avec les différents intervenants comment nous pouvons construire des réponses pour la ville performante de demain. Nous allons passer d'abord par la Executive Director de la ville de Kampala. And you have the floor, Jennifer. Thank you very much. My name is Jennifer Semakula Mosisi, Executive Director, Kampala Capital City Authority. I'd like to begin by inviting you to Kampala. We are ready and willing to host the next French Africa Forum for various reasons. One, we need you to come to see where you're bringing your next investment. Number two, it's a beautiful country, lots of wildlife, very beautiful weather. Number three, we need your expenditure into our income when you come. And number four, it's very, very warm and pleasant throughout the year, unlike Paris. So welcome to Kampala. What we've been doing in the last 3.5 years, government took over the administration of Kampala City. By the time government took over, the city administration was in a bad mess in terms of service delivery, infrastructure, services to the people of the city due to a lot of factors. So we then, the law changed and the new administration headed by myself came in. And what we've been doing basically is to make Kampala attractive, viable, sustainable for people like yourselves that would want to come into Kampala. So we began addressing the basic things that keep investors and visitors out of Kampala. We started by addressing issues to do with corruption. A lot of the reason the city administration failed was because of corruption. So we began by restructuring the team at the city hall, appointed very professional staff, and set up systems of financial accountability, financial management, and began to build the city almost from scratch. For example, we want to be self-sustaining as much as possible. When we came in, we were collecting annually the equivalent of 7 million euro a year as income in the city. And in the last 3 years, we've been able to grow that to about 22 million euro, which is about 133%. And so that we can finance a lot of our activities. And we're looking at doing it even better. We've made the revenue collection system electronic to make compliance easier and also better for accounting for the revenue that we get. We've also been working on the infrastructure in the city, because without adequate infrastructure, without adequate lighting, without adequate security, it's very difficult for the Ugandans living and working in the city, as well as investors wanting to work in the city. So we've been working on infrastructure, and we've been able to build over 170 kilometers of new roads in the city. We've been working on greening the city, making the city environmentally sustainable. We've started many initiatives. We're looking at making energy from our waste that we collect in the city. The city is much cleaner, much more attractive, much more greener, and we're looking at sustainability in every sense of the word. Also, in order to create a viable workforce, we've been investing a lot in our youth in the city. We've been funding them to start small projects. So we have a youth employment bureau, we have a training center, and we're training women, young people, widows, and people like that to create a workforce that can be used in the various industries that we want to come into the city. The ultimate aim is to make Kampala not just attractive for investors, but also attractive and viable for the people of Uganda. We have a population in the city of
2 million during the night, but 4 million during the day. That means a lot of people commute in and out of the city, creating a massive transport situation for us. There's a lot of congestion. So one of the areas that we're looking at... Jennifer, can I just interrupt you? How many people will be there in 20 years, in your view? Or you said 2 million a night, at night. How many in 20 years, roughly? If you have any studies on that. I don't have the specific figures, but we're looking at planning for at least 8 million, double the population. But to address that growth, we're planning satellite cities. We've now come up with a city master plan that is ready, and we're developing the neighborhood plans right now for implementation. So we want to build satellite cities outside the main city to reduce on the congestion. So the area of transportation is a very viable one for investors. We're looking at cable cars. We're now starting on a feasibility study. We're looking at commuter trains. We're looking at light rail. We've also finished a feasibility study for BRT. So that's a very ripe investment area. We also have a big potential for investment in the health sector under PPP. Health sector, we have 10 health centers that need investment to develop, as well as education institutions in the city. So there's a lot that can be done. Uganda has a lot of agricultural produce. So for value addition industries, there's a lot of agricultural products, fantastic weather, lots of clean, fresh water, and hydroelectricity. There's opportunity in the solar power industry in Uganda. We are lighting the city, moving away from hydroelectricity to solar energy. So that's another area of investment. And we're working with a good number of French companies already, but not enough. So we need more of you to come out to Uganda. Thank you very much. Thank you, Jennifer. Thank you very much. I'll give the floor to Mr. Pax, Paul Pax, the mayor of Johannesburg. Thank you very much and good afternoon. Immediately after our elections in 2011, the city underwent a process of developing a long-term growth and development strategy. And we undertook this process through an extensive public consultation engagement with a number of stakeholders, the public, academia, research agencies, and so on. We spent 9 weeks in dedicating 1 week to a theme: transportation, spatial development, human settlements, social development, poverty, and so on. Out of this, we came up with what we've titled Joburg 2040, our growth and development strategy. And amongst the issues we needed to respond to was acknowledging the backlogs and challenges in our city. One of the key programs that we're driving relates to the reinvestment in our infrastructure in the city of Johannesburg. We determined as we're undertaking the strategy development process that we would need an estimated $10 billion to invest over a period of 10 years to meet the infrastructure needs for the city of Johannesburg. At the time, having come out of the FIFA Soccer World Cup, the city had a capital budget of about 300 million US. And one of the key challenges for us was to reorganize our financial architecture to enable us to meet the $10 billion 10-year program that we'd set for ourselves. And I can say that, in fact, we've successfully reorganized the architecture of our finances and have reached the point in a period of 3 years of moving our capital budget to $1 billion. And this enables us to do a number of things. The first relates to replenishing aging infrastructure. We inherited, in many ways, infrastructure that's aging over a long term, but also addressing infrastructure for those communities who historically have not had access to infrastructure, particularly black communities that were marginalized in our society. And thirdly, to think about infrastructure of the future,
what is it that's going to make Johannesburg prosper and grow? And amongst the interventions that we've identified as critical is what we've titled the Corridors of Freedom Initiative. And this is about changing the morphology and spatial structure of the city of Johannesburg, taking into account that we inherited a city. South Africa is pretty much 21 years free. We inherited a city designed along racial lines, with the black majority living in the outskirts in monofunctional townships that do not have social, economic, and other forms of infrastructure. And the Corridors of Freedom Initiative is a mechanism of, through a spatial and transit-oriented development mechanism, stitching the city together and creating the urban efficiencies that you would require, taking into account relatively low densities. And that is a key program that we are currently driving. The program has been adopted by Council. The spatial frameworks developed. Council 3 weeks ago adopted a detailed implementation plan, and it would constitute part of the key financed programs that we're going to drive. Our responsibility would be in terms of spatial planning, infrastructure development. We've begun rolling out our bus rapid transit system, which would be the mass transit system that is the backbone of our Corridors of Freedom. But we've also understood the need to develop innovative financing mechanisms to be able to support such an expansive capital investment program. And that has meant that we present to Council what is titled in contemporary terms or financial terms, a domestic medium-term note that enables us to raise different financing mechanisms. We raised the first, and we should say, the first listed green bond on the Johannesburg Stock Exchange that's currently of about 100 million rands last year, or rather $100 million, because it's actually R1 billion that we raised, and we anticipate to be looking into other innovative financing solutions. And in fact, tapping into the Eurobond market, we're looking at structured financing programs. We've had structured financing with the AFD with regards to our pipe replacement program. We're replacing about 900 kilometers of our pipes. And we've had export credit agency funding as we rolled out our bus rapid transit system. So for us, we're looking at innovative financing solutions as a means of accelerating our infrastructure investment program and becoming catalytic, accepting that we continue to face the sort of global downturn challenges that we have, driving infrastructure investment as a catalyzer, but also as a counter-cyclical intervention has become critical. That's why for us, this infrastructure investment is so important. We can say that we've now gotten a very good appetite from a whole range of international agencies that are coming to the party on the Corridors of Freedom Initiative and other financing initiatives. We hosted the FMTV conference on pooled bonds that we can raise in the city of Johannesburg. We essentially are looking at raising a livelihood bond to support infrastructure investment initiatives as we transition into alternative energy and beginning to address our resource resilience issues that we need to confront. So for us, there is always appetite to look at innovative financing solutions. The only limitation that we have is that we can't transact we have to transact in South African rands, but that doesn't mean that we have a hedging facility to finance our bus rapid transit system. So we do look at alternatives for as long as it's transacted in South African rands, and the policy does enable us to raise hedging facilities to support that sort of infrastructure investment. The last two issues that I'm just going to make in short sentences statements about it. The first is it's critical for us to look at resource resilience and the transition to alternative energy sources. We're a coal-powered country, so transition, and we're facing currently power
generation challenges. The country is investing in generation, but from a municipality point of view, being a distributor, we now need to look at demand-side measures and alternative energy, photovoltaic, etc., as a means of generating energy. The second is that we've just completed rolling out 900 kilometers of fiber that is now part of the municipal infrastructure network that we can then release into the market for innovation in terms of smart city development, ICT development, and those sort of opportunities that really have created an opportunity for growth and development in our city. Thanks. Thank you very much. Alors voilà, on a eu deux exemples de maires de très grandes villes ou de représentants, pas de maires dans le cas de Kampala, mais de responsables de patrons, patronnes, en l'occurrence des services de la mairie. On va demander à l'architecte Jean-Jacques Cotteau de nous dire, vu de lui, quelle réponse, une fois qu'on a cette problématique, comment on voit les choses. 5 minutes. Bien, merci. Je vais essayer en 5 minutes. Let me answer in French, my dear. Je dois d'abord dire que je serai peut-être le seul ici dans la salle à ne pas parler d'argent ni de besoins en termes de milliards de dollars. Je suis un peu gêné parce que ce matin, on disait « Où sont les jeunes ?» J'ai presque envie de dire « Où sont les hommes ?» Pourquoi? Parce que nous parlons de chiffres, de montants, et nous ne parlons pas des êtres à qui sont destinés ces fonds. Alors, pour faire ce constat des villes, pour répondre à votre question, je répondrai en 2 points. D'abord, il faut faire un constat. Est-ce que nous connaissons nos villes africaines? C'est la première question. Parce que lorsqu'on a des projections financières, c'est bien, des statistiques, c'est encore mieux, mais pourquoi faire si nous ne connaissons pas nos villes africaines? Alors cette méconnaissance de la ville africaine, au-delà des chiffres où on nous a parlé depuis ce matin de taux de croissance de plus de 5%, de l'étalement des villes africaines qui évoluent tous les 20 ans et qui doublent leur population, nous avons vu que si nous comparons le continent africain et par exemple l'Asie, la Chine, il y a 30 ans, ces populations étaient de l'ordre de 15% dans la ville et très vite, en moins de 30 ans, et dans 30 ans également, atteindront 70% de la population totale, pendant qu'en Europe, dans la même période, il y a déjà 30 à 40% de la population rurale en ville, mais qui stagnent et qui atteignent aussi au même moment 70%. Alors moi, je constate qu'il y a eu des erreurs des bailleurs de fonds, justement, dans la résolution des problèmes des villes. Longtemps, la Banque mondiale et autres ont voulu séparer la ruralité et l'urbanité. C'était déjà la première erreur il y a 10 ans. Maintenant, dans ces solutions, pour aller très très vite, il faut d'abord décentraliser. Les pays africains en général, en dehors des pays comme l'Afrique du Sud, qui sont des exemples particuliers parce qu'une histoire particulière, ou encore comme le Maroc, ont réussi à décentraliser et à apporter une valeur de près de 50% au moins dans les collectivités locales. Alors que nos villes africaines, aujourd'hui, s'il y en a qui font 5%, c'est déjà beaucoup. Alors avec 5%, imaginez ce qu'on peut faire, rien du tout. Alors je pense qu'il faut revenir sur quelque chose qu'on n'a pas discuté depuis ce matin, c'est sur les fondamentaux culturels. Si nous avons nié, ou si nous ne nions pas la valeur de la culture dans nos pays africains et de nos villes africaines, si nous voulons nier et continuer à nier le particularisme de nos villes au travers de nos cultures, nous n'arriverons jamais. Nous avons dit depuis ce matin que la plupart des ruraux viennent en ville. Que se passe-t-il socialement? Il faut le savoir, au niveau anthropologique, au niveau sociologique. Il ne s'agit plus de donner simplement des financements, mais il s'agit non seulement de prendre en compte cette informalité des citadins qui deviennent en fait des ruraux qui deviennent des citadins et qui, à travers leur mutation, transportent toutes leurs valeurs sociologiques, ethniques, anthropologiques dans la ville. Donc les valeurs ne sont plus les mêmes. Donc je pense qu'il faut là-dessus mutualiser également cette informalité
pour pouvoir faire socialement quelque chose de valable. Alors, prise en compte comme vecteur, l'informalité, c'est quelque chose de très important parce que cette informalité, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, peut produire près de 30% d'une valeur d'une ville. Maintenant, nous avons parlé de l'étalement des villes. On en a parlé tout à l'heure, des corridors, etc. Mais il s'agit de voir comment nous allons résoudre ce problème puisque les villes s'étendent. Les transports urbains dans nos pays africains sont quasi inexistants. Les pouvoirs publics sont débordés pour résoudre ce problème. Comment faire? Nous assistons dans ces pays à des transports, maintenant c'est des motos-taxis, où vous voyez 6, 7, 8 personnes sur une moto parce qu'il y a absence de transport collectif et de masse. Ça, c'est un problème qu'il faut pouvoir financer. Et puis, il y a également, comme dans certains pays, le mien comme le Cameroun, déjà très tôt, nous avons mis en place ce qu'on appelle des plans stratégiques de développement. Beaucoup de pays ne l'ont pas. Et c'est ça qu'il faut essayer de voir, parce que ces plans de stratégie permettent aux pays de se développer tout en faisant allusion notamment à tout ce qui est écologique, eau, électricité, etc. Le dernier point, puisqu'il me reste très peu de temps, c'est la formation. Nous n'avons pas assez de formation, nous n'avons pas assez de centres de formation pour pouvoir aider. Et je pense que si nous allons dans ce sens-là, il y a aussi la formation financière pour que nous aidions les municipalités lorsqu'elles seront complètement transférées, quand les municipalités auront eu une force et une puissance financière, de former ces municipalités, de les accompagner dans les structurations techniques, technologiques et pour aborder également le financement avec les bailleurs de fonds. Alors, je dis, est-ce que nous avons les moyens? Je dis oui. La capacité, oui. Mais est-ce que nous avons la volonté? Je vous laisse juge. Merci. Merci Jean-Jacques. Alors, on essaye de passer à l'esquisse ou l'ébauche de solutions en tenant compte de ce que vient de dire Jean-Jacques sur le fait qu'il fallait ne pas négliger la dimension culturelle et l'interactivité, au fond, entre les ruraux qui deviennent des urbains. Nicolas Jachier, le PDG d'Egis, un des sponsors de cette journée, on les remercie au passage. Nicolas va maintenant intervenir sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est que l'ingénierie pour répondre à tout ça? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, nous sommes un groupe d'ingénierie et de conseil qui intervient dans les domaines des infrastructures, des transports, de l'urbanisme, de l'eau, de l'environnement, du bâtiment. Donc on est au cœur des problématiques urbaines. Il se trouve qu'on travaille beaucoup en Afrique depuis toujours. On y fait voilà, un tiers de notre activité hors de France est en Afrique et dans pratiquement la quasi-totalité des pays d'Afrique. Je vais partager avec vous 2 idées forces, puis après je zoomerai très vite sur trois points d'attention. La première idée force, c'est le besoin d'une approche globale. On ne répétera jamais assez qu'il y a un besoin de programmation, parce qu'on résoudra correctement les problèmes que si on regarde simultanément et dans leur interaction les problèmes d'habitat, les problèmes d'activité économique, d'accès à l'eau et à l'assainissement, d'énergie, de transport. Voilà, tous ces sujets se répondent les uns aux autres. Donc, le besoin de programmation, donc de pluridisciplinarité technique, les différentes professions et différentes compétences doivent être mises au service de la réussite de la ville. C'est aussi de prendre en compte les dimensions culturelles, les dimensions gouvernance, les dimensions esthétiques, voilà, l'utilisation au mieux du génie des lieux. Donc tout ça, et voilà, c'est des choses qu'on fait et on n'est pas les seuls à le faire, très attachés à cette approche pluridisciplinaire, étant entendu que nous, on est au service des décideurs politiques et donc l'aspect concertation et l'aspect décision politique est tout à fait fondamental. On est là pour proposer des solutions, éclairer les choix. Mais globalisation, ça ne veut surtout pas dire uniformisation. Et d'une ville à l'autre, les solutions ne sont pas les mêmes. Il ne faudrait pas plaquer les mêmes solutions partout. Un exemple, les zones d'habitat informel, elles sont plus ou moins denses selon les villes en Afrique. Donc les systèmes de transport qui vont répondre aux problèmes ne sont pas les mêmes. Voilà. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc approche globale, mais pas uniformisation. Deuxième idée force, soyons ambitieux.
Moi, je suis souvent amené à participer à des réflexions, des colloques, etc., où on parle des villes intelligentes, etc. On a l'impression qu'on parle surtout des pays d'Europe, etc. Puis il y a d'autres occasions, on veut parler de villes qui se développent très vite, par exemple en Afrique. L'Afrique a droit au meilleur. L'Afrique, sur certains domaines, est en avance. Je pense à la téléphonie mobile. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas dans le domaine de la ville. Alors bien sûr, il faut être réaliste. Il faut d'abord financer la réponse à des besoins primaires avant de chercher des solutions trop sophistiquées. Mais soyons ambitieux. Voyons loin. Et bon, pour prendre l'exemple des transports, ne choisissons pas des solutions étriquées qui, avant même d'être construites, seront dépassées par rapport à la réalité des besoins. Donc soyons ambitieux, réalistes mais ambitieux, et donc choisissons des solutions robustes. Alors trois zooms rapides sur des points d'attention, je pourrais en partager plein, mais j'en ai choisi 3. Le climat, c'est un sujet dont on parle beaucoup, notamment avec la grande conférence climat qui a lieu à la fin de l'année en France. Alors c'est évidemment lutter contre le changement climatique, c'est tous les problèmes de limiter les émissions de gaz à effet de serre, on a parlé des énergies renouvelables, etc. Tout ça est très important. Mais il y a aussi l'atténuation des conséquences, parce qu'il existe le changement, et donc dans la programmation urbaine, il faut être très attentif à prendre en compte la résilience aux phénomènes climatiques nouveaux qui se développent. Dans certains cas, c'est des phénomènes de précipitations accrues. Dans d'autres, c'est au contraire des sécheresses accrues. Mais ça retentit, y compris sur la configuration des sols, sur la robustesse des infrastructures ou des bâtiments. Donc, le sujet résilience climatique est un sujet, à mon avis, tout à fait fondamental. Deuxième zoom sur pour dégager des moyens financiers, être très attentif à la valorisation foncière. Le risque étant qu'avec des systèmes juridiques qui sont ce qu'ils sont, avec le développement de l'implantation informelle, on laisse s'implanter des investisseurs sur les sites les plus remarquables sans tirer toute la valorisation foncière de ces sites. Donc il est absolument indispensable que dans chaque pays, dans chaque ville, on trouve les formules. Elles sont différentes d'un pays à l'autre, mais on trouve les formules pour vraiment tirer la valeur économique du foncier de la part des investisseurs qui choisissent les meilleurs sites. Et pour financer, par exemple, le développement de l'habitat pour les populations défavorisées, il est souhaitable de raisonner sur une zone plus vaste avec des sites qui intéresseront des investisseurs pour des populations plus favorisées ou pour des activités économiques, et que la valeur foncière dégagée sur ces zones plus favorables soit recyclée au profit d'autres zones dans la même vaste zone géographique. Donc la question de l'utilisation de la valeur foncière pour le financement de ce qui est nécessaire est quelque chose de fondamental. Et puis je voudrais parler d'un objet dont on ne parle pas toujours quand on parle d'une ville, mais toute grande ville en a, c'est l'aéroport. Ce qui se passe autour d'un aéroport, c'est fondamental pour le développement économique. Et donc savoir articuler l'aéroport, la valorisation de ce qu'il y a autour, en termes d'activité économique, donc en termes de dégagement de moyens financiers, il faut aussi y penser. Il n'y a pas que les phénomènes, il n'y a pas que le centre-ville dont il faut s'occuper, ou les zones d'habitat informels. Voilà. Nicolas, est-ce que tu peux juste une phrase formation. Qu'est-ce que ça veut dire, formation, pour tes équipes en termes d'africanité disponible, si je puis dire? Il se trouve que nous, on a une activité de formation qui est presque exclusivement, pour le moment, tournée vers l'Afrique. Donc c'est un sujet auquel on est très sensible. Justement, formation pluridisciplinaire, donc c'est tout à fait dans la ligne de ce que je disais. Donc former des décideurs. Alors pour l'essentiel, c'est des décideurs publics, la formation qu'on fait nous, mais ça peut s'étendre au privé. Justement pour une approche globale des phénomènes que j'ai évoqués, donc notamment en matière urbaine. Donc la question de la formation est évidemment fondamentale. L'implantation des formations dans les villes. Parler des différentes choses qu'il faut interconnecter, c'est la bonne implantation des différents niveaux de formation dans la ville. C'est fondamental. Merci beaucoup, Nicolas. On va passer à Pascale Grasset, qui est vice-présidente d'Alstom et qui va nous dire ce que fait le grand opérateur constructeur de la grande entreprise Alstom. Merci. Bonjour à tous. Le titre de cette table ronde, des solutions pour des villes performantes,
pourrait très bien figurer mot à mot sur une plaquette d'Alstom Transport. C'est en effet notre raison d'être que de contribuer, grâce justement aux solutions de transport que nous pouvons proposer, à la performance des villes. Alors Alstom est un constructeur de trains, un constructeur de métro, de tramway, le matériel roulant, mais également la signalisation, la voie ferrée et l'électrification pour éventuellement des solutions clés en main pour un système global qui préserve l'environnement, des systèmes durables dans tous les sens du terme, y compris le premier sens, puisque nos trains sont en général destinés à durer 30 ans, 40 ans, 50 ans parfois. Depuis le temps que je vends des trains, des tramways et des métros, j'ai souvent eu l'occasion de parcourir de bout en bout une ligne de tramway. Et à chaque fois, je suis frappée par la façon dont cet ouvrage structure la ville, la métamorphose et offre un nouveau paysage. Et de bout en bout, on voit là, ici un nouveau centre commercial, ici un lotissement, ici un nouveau pont et des infrastructures nouvelles. On se pose toujours la question de la poule et l'œuf. Est-ce que c'est le lotissement qui attire le tramway ou est-ce que c'est le tramway qui attire le lotissement? Et c'est à chaque fois une grande fierté pour moi de voir comment nos projets de transport facilitent le quotidien des habitants. Alors cela, j'ai pu le constater à Orléans ou à Barcelone, à Bordeaux ou à Casablanca, à Angers ou à Alger ou à Tunis. Et donc vous l'avez compris, j'en profite ainsi en citant aussi Constantine, Oran et Rabat. Notre présence forte sur toutes les villes de l'Afrique du Nord où nous avons construit l'intégralité des tramways qui sont en service aujourd'hui et où nous construisons ceux qui seront mis en service progressivement, les extensions de Casa, de Rabat, les Sidi Bel Abbès, Ouargla, Mostaganem, Sétif, je ne vais pas les retrouver tous. Nous avons également équipé le métro du Caire depuis plus de 30 ans, nous y travaillons toujours aujourd'hui. Je complète le tableau avec le beau contrat de train suburbain en Afrique du Sud pour lequel nous construisons une usine sur place, une usine qui produira 600 trains en 10 ans. Alors je terminerai en évoquant notre ambition. Au-delà de ces projets de transport urbain que nous avons livrés ou que nous sommes en train de livrer en Afrique du Nord et en Afrique du Sud, nous voulons les développer entre les deux. Et nous avons identifié des besoins énormes sur toute l'Afrique subsaharienne. Beaucoup de très beaux projets de transport. Il y a Nairobi, il y a Dakar, il y a Abidjan, il y a Brazzaville et Dar es Salaam. Il y a évidemment Kampala et Johannesburg pour mes deux voisins de table qui se sont exprimés tout à l'heure et d'autres encore. Nous savons, nous pouvons et nous voulons offrir nos solutions. Nous savons, nous pouvons et nous voulons construire les lignes de tramway et de métro pour une meilleure fluidité au quotidien et pour une qualité de vie optimale pour les populations urbaines. Merci. Merci beaucoup, Pascal. On passe à une autre problématique dans toutes ces villes africaines, qui est la problématique de l'eau. Et Ababacar Diba est directeur général Afrique d'Itron. Et alors peut-être tu peux d'abord dire, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est qu'Itron, en 2 secondes, puisque tu restes dans les 5 minutes, et après, tu parles de la problématique de l'eau. Bonjour mesdames et messieurs. Itron, c'est anciennement Schlumberger Industrie dans sa partie comptage, industrie de comptage. Et je suis ici pour représenter Itron, mais aussi un cluster eau, plutôt une grappe eau. Que nous proposerons d'ailleurs à Monsieur Zinzou, qui regroupe un ensemble de PME françaises, mais aussi de gros industriels qui sont leaders dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Je m'en vais juste partager peut-être avec vous quelques inquiétudes, parce que nous travaillons sur l'Afrique depuis une vingtaine d'années, mais au regard de ce que j'ai entendu depuis ce matin, au regard de ce que j'entends ici, on parle beaucoup d'infrastructures, on parle d'électricité. Je ne sais pas si on inclut le domaine de l'eau et de l'assainissement dans les infrastructures. Peut-être que
est-ce évident pour les gens? Mais je pense qu'il faut le mentionner clairement. Pourquoi? Parce qu'on en revient aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas parler de développement humain, on ne peut pas parler de développement urbain sans un accès à l'eau potable, sans un accès au réseau d'assainissement efficient. Et la situation aujourd'hui en Afrique est la suivante. Vous avez près de 37% de la population qui n'a pas accès à l'eau et près de 40% de l'eau qui est produite en moyenne dans tous les pays qui est perdue. 40%. Monsieur le maire parlait tout à l'heure de innovative financing. Je peux juste vous dire aujourd'hui que très clairement, à travers des projets sur lesquels on a travaillé sur l'Afrique, on est en mesure, rien qu'en récupérant de l'eau perdue, on donne accès à l'eau aux populations, mais aussi on permet de générer des revenus en plus. Donc on répond à des besoins physiologiques avec des solutions innovantes, qui permettent justement aussi aux politiques de faire leur travail, mais on donne de la dignité aux gens. Et aujourd'hui, en fait, avec notre cluster eau, ce qu'on essaie de faire, c'est on ne fait pas de la promotion de produits. On a un savoir-faire, ça fait 125 ans que nous faisons ce métier-là. Ce qu'on essaie de faire, c'est de plutôt donner des mécanismes d'amélioration dans l'optimisation de la gestion en permanence. Très simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'exemple de Kampala, par exemple, en travaillant avec la National Water, on a pu, de par l'utilisation de différents types d'équipements, par l'amélioration de solutions de gestion, améliorer le revenu de la société d'eau de près de 24%. Ce qui est énorme. Et pourquoi l'amélioration des revenus est importante? Parce que ça donne de la dignité aussi à la compagnie d'eau. Tous les bailleurs de fonds vous diront toujours le problème au niveau des infrastructures, c'est que généralement, vous ne générez pas, en tout cas pour les opérationnels, vous ne générez pas de revenus qui vous permettent de gérer vos operational costs, operational and maintenance costs. Mais si vous avez des mécanismes aujourd'hui et des solutions qui vous permettent de générer des revenus pour juste répondre aux plus basiques, vous pouvez prétendre à des financements auprès de différents bailleurs de fonds. J'en parlais tout à l'heure avec M. Koto en lui disant, si je prends l'exemple de beaucoup de villes ouest-africaines, à Dakar, en Côte d'Ivoire, l'habitat en hauteur se développe. On parle ici d'une augmentation de la population africaine de près de 2 milliards dans les 30 ans qui viennent. Quelle est la solution? Est-ce qu'il faut continuer de fabriquer et de mettre en place des usines de production pour continuer à perdre 40% de ce qui est produit? Le cas du Mali est très parlant. Le Mali, aujourd'hui, il y a un projet qui a été mis en place avec l'apport de tous les bailleurs de fonds et ils vont continuer à perdre près de 30% de l'eau. Donc, j'aimerais vraiment aussi attirer l'attention de cette honorable assemblée sur le fait que quelquefois les mécanismes de dignité et de rendement viennent de solutions de par la résolution des solutions basiques en fait qui sont finalement répondre à l'accès à l'eau, donner aux personnes la possibilité d'avoir un réseau d'assainissement qui aussi répond à un service de santé publique. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on est présents un peu partout en Afrique. On est en train de finaliser un projet sur lequel, et d'ailleurs, nous sommes prêts, autant pour Johannesburg, comme on l'a fait aussi pour le Burundi. Nous préfinançons aujourd'hui des projets. On préfinance aujourd'hui un projet de l'ordre de 3 millions d'euros sur le Burundi pour essayer d'améliorer l'accès à l'eau potable. Je vous remercie. Merci Ababakar. Très clair. Alors, on va finir ce tour de cette séquence de premières interventions par la partie financière. On va demander à Anne Pogam, directrice générale de l'AFD qui a été plusieurs fois mise en avant aujourd'hui, et tant mieux, de nous dire un petit peu comment elle voit tout ça, vu de son côté, du côté du financier, si je puis dire. Merci, Anne. Oui, merci. Bon, je ne vous surprendrai pas en vous disant, mais c'est vrai, et ce n'est pas de circonstance, que la question de la ville est absolument centrale dans la réflexion et dans l'action de l'Agence française de développement. Alors,
Pourquoi je crois que ça a été abondamment rappelé depuis ce matin et illustré encore par les intervenants. Les chiffres de la croissance urbaine le montrent, et derrière les chiffres, en effet, il y a des hommes et des femmes. Cette croissance suscite évidemment des défis considérables pour les villes africaines. Nourrir et loger les nouveaux urbains, leur assurer un accès aux services essentiels, et dans ces services essentiels, il y a bien, de notre point de vue, l'eau et l'assainissement, bien entendu. Éviter la multiplication de quartiers précaires qui sont source d'exclusion sociale. Apporter des emplois aux habitants et à la jeunesse de ces villes qui croissent. Limiter l'empreinte carbone de ces villes en croissance, mais aussi améliorer leur capacité d'adaptation, on a parlé de résilience, d'adaptation aux effets du changement climatique sur ces villes, sans oublier bien sûr la question cruciale de comment financer les investissements nécessaires. Alors ça, c'est la partie défi. Je voudrais aussi rappeler, parce que ça me semble important, et souligner que la ville, c'est aussi, et j'allais dire peut-être même avant tout, un lieu d'opportunité. C'est un formidable réservoir de croissance, d'innovation, d'opportunités. Et c'est aussi dans ces termes-là que nous voyons les enjeux de la ville. Alors, les solutions pour faire face à ces, ou plutôt pour faire de ces défis des opportunités, alors, la conviction de l'Agence française de développement, c'est qu'une ville performante, pour répondre à la question qu'est-ce qu'une ville performante, c'est une ville durable. Alors, une ville durable, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est une ville qui va favoriser la productivité économique, c'est une ville qui va favoriser la cohésion sociale, et c'est une ville qui maîtrise ses impacts environnementaux et qui anticipe les effets du changement climatique. Qu'on parle de ville côtière, qu'on parle de stress hydrique, quelle que soit, aucune ville, ni en Afrique ni ailleurs d'ailleurs, ne peut aujourd'hui penser ces infrastructures qui sont là pour 50 ou 70 ans sans intégrer cette problématique. Alors avec ce cap en tête, ce que l'AFD cherche à faire finalement, c'est d'accompagner ses partenaires, et il y en a un certain nombre ici, y compris la ville de Johannesburg et peut-être demain Kampala. En tout cas, concrètement, nous cherchons d'abord, ça a été dit, le mot a été prononcé, je crois, à avoir une approche globale. Et effectivement, cette approche globale, elle doit être pluridisciplinaire, vous l'avez évoqué. Il y a des exemples qui sont bien connus de tous les gens qui s'intéressent à la ville et qui ne sont pas en Afrique, mais je suis sûre que l'Afrique aura à en montrer à l'avenir. Je pense à Medellín, par exemple. Bon, Medellín, c'est une ville qui, je crois, pour nous tous, c'est une leçon, européens, africains et pour le monde entier, par son approche pluridisciplinaire, qui aborde à la fois les questions économiques, sociales, y compris à travers les problématiques de transport, et la relation avec la ruralité et les populations, parfois déplacées de force par des zones de tension et de conflit qui viennent vers les villes. Donc une approche globale, une approche pluridisciplinaire. Et concrètement, ça veut dire travailler sur plusieurs fronts. Alors, je ne vais pas développer ici ces leviers d'action, mais je vais quand même les mentionner avant d'en venir au financement et en mentionner les principales, j'allais dire, têtes de chapitre. Le sujet de la maîtrise ou de la gestion de la croissance urbaine, bien sûr, ça passe par de l'appui à la planification territoriale. Et l'appui aussi au développement des capacités de gestion des autorités locales. Je pourrais vous citer bien des exemples, mais le temps va me manquer, donc je ne le ferai pas. Ça passe aussi par l'aménagement de nouveaux quartiers viabilisés dans une approche écoquartier ou ville durable chaque fois que la chose est possible. Et il y a là aussi des exemples, que ce soit au Maroc ou au Bénin ou ailleurs. Deuxième levier, la réhabilitation et l'intégration des quartiers précaires au territoire. C'est très important. Ce maillage du territoire est très important. Et ce désenclavement ou cette réinsertion, qu'il s'agisse de quartiers périphériques ou parfois de quartiers très centraux dans la ville, fait aussi partie des leviers d'action qu'il faut développer, qu'il faut accompagner. Je crois qu'on voit les impacts économiques et sociaux immédiats de ce genre d'action dans toutes les villes. Et je me rends régulièrement sur le terrain où on peut accompagner ce genre de démarche. Particulièrement, évidemment, si on peut démultiplier l'impact économique en intégrant les habitants des quartiers dans ces projets d'aménagement.
ce qui est fait de plus en plus fréquemment et ce que nous cherchons systématiquement à promouvoir. Troisième levier d'action, bien sûr, c'est le développement d'une meilleure mobilité, parce que les impacts économiques et sociaux sont immédiats, parce que, quelles que soient les solutions retenues, on sait aussi que là, on est dans des impacts sur les sujets du climat et de l'environnement qui sont importants. Et donc, là-dessus, ça a été dit, il faut avoir une approche adaptée au cas par cas, que ce soit des BRT, des métros, des trams ou des métrocâbles, comme à Medellín, mais peut-être demain en Afrique. En tout cas, toutes les solutions doivent être adaptées au contexte, mais le sujet des transports est bien entendu central. Le quatrième levier d'action, c'est de soutenir le développement économique à travers cette approche du territoire urbain, c'est-à-dire notamment dans des démarches qui associent secteur public et secteur privé, d'investir des filières qui sont non seulement des réponses aux besoins essentiels des populations, mais aussi des filières économiques à fort potentiel, qui sont créatrices d'emplois. Alors bien entendu, on pense au secteur de la construction et du BTP en premier lieu, mais je pense aussi aux filières de la collecte et du traitement des déchets, de leur valorisation pour faire de l'énergie, aux activités logistiques qui peuvent se développer en milieu urbain ou en milieu périurbain. On a parlé d'aéroports, il y a les ports aussi dans lesquels nous sommes aussi très investis, et c'est cet ensemble aussi qui fait la soutenabilité d'une ville. Voilà les leviers concrets sur lesquels l'AFD accompagne la croissance des collectivités africaines, avec donc des objectifs qui sont économiques et sociaux, mais vous l'aurez compris, qui sont également des objectifs d'adaptation, de résilience au changement climatique et de développement de stratégies de villes qui sont de villes sobres en carbone. C'est le sens de ce que nous faisons avec différentes villes, avec Johannesburg bien sûr, mais aussi avec Dakar, avec, j'ai cité Zenata au Maroc, je pourrais en citer d'autres. Ça va jusqu'à, avec certaines collectivités locales, l'accompagnement à l'élaboration de ce qu'on appelle des plans énergie-climat territoriaux. Et là, je voudrais souligner, je sais que je n'aurai pas le temps de le développer, mais je voudrais insister, climat et développement ou développement et climat, c'est une seule et même chose. Donc quand on parle de plans de développement territoriaux, ils intègrent cette dimension climat et c'est quelque chose que nous souhaitons accompagner. Alors pour faire ça, bien sûr, on travaille en s'associant, en s'adossant et en puisant dans un réservoir qui est très important de savoir-faire qui est à la fois public et privé, et en s'appuyant sur ce que j'appellerais l'écosystème des savoir-faire français et africains. Alors, la mobilisation, c'est bien entendu, il y a beaucoup de représentants d'entreprises et donc il y a un savoir-faire dans cette salle, et donc je n'ai pas besoin de souligner à quel point il y a des savoir-faire importants dans tous les domaines de la ville, dans l'expertise publique et privée et dans les entreprises françaises. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est l'importance de l'échange d'expertise entre collectivités locales et entre responsables de ces collectivités. C'est aussi quelque chose que nous accompagnons beaucoup en complément de cet apport d'expertise des entreprises, parce que finalement, qui peut le mieux parler à un élu local qu'un autre élu local, et l'échange d'expérience entre réseaux de collectivités locales françaises et leur contrepartie africaine fait aussi partie des missions de l'Agence française de développement et des choses que nous cherchons à promouvoir. Alors j'en arrive à mon dernier point, qui est celui... On accepte que ce soit plus long parce que c'est la financière, donc par définition, si elle trouve des solutions, c'est normal qu'on lui laisse un peu plus de temps. Alors je vous en remercie parce que justement mon dernier point, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est le sujet du financement. Alors le premier point, c'est qu'il est évidemment indispensable de développer les ressources endogènes des villes. Et donc, c'est un bailleur qui vous parle. Et ce bailleur dit, avec les financements que nous mettons en place, ce que nous souhaitons promouvoir, c'est le développement de la capacité financière endogène des collectivités. Alors ça passe bien sûr par le développement des ressources financières locales, que ce soit des taxes, des redevances fournies pour les services,
Et il y a une capacité à payer qu'il faut adapter, y compris avec des tarifs sociaux en tant que de besoin. Mais il est clair que depuis l'eau jusqu'à l'enlèvement des ordures ménagères, cette capacité à lever de la ressource locale est quelque chose qu'il faut aider et encourager. C'est aussi des mécanismes de valorisation du foncier. Ça a été dit par certains de nos intervenants, c'est très important. Ça a fait ses preuves pour le développement de grandes villes en Asie. Et c'est très important pour les villes africaines de mobiliser ça. Ça suppose d'avoir vraiment une politique de gestion du foncier à long terme, avec une politique de réserve foncière. Et puis aussi, lorsqu'il y a des projets d'investissement, de puiser dans la valorisation du foncier autour d'investissements, par exemple de transport, pour effectivement financer des logements ou de la réhabilitation de quartiers précaires, par exemple. Alors, ces ressources endogènes, ça ne suffira pas. Et donc, il faut aussi, et c'est l'enjeu complémentaire, développer l'accès à des sources de financement externes qui viennent de banques commerciales locales, des marchés financiers et des bailleurs. Et là-dessus, je crois que l'Agence française de développement a innové depuis de nombreuses années et continue à le faire, et c'est quelque chose que nous continuons à développer et que je souhaite que nous développions au maximum, c'est la capacité, et en tant que bailleur nous le faisons, de prêter directement aux villes. Beaucoup de bailleurs interviennent en prêtant aux États qui rétrocèdent. Alors il y a des États dans lesquels la Constitution ne permet pas de faire autrement, et parfois pour des raisons de gestion des finances publiques qu'on peut tout à fait comprendre. Néanmoins, moi je suis persuadée, et l'expérience de l'AFD le montre, que chaque fois qu'on peut accompagner l'autonomisation dans la gestion d'une commune et sa capacité à se financer, y compris à emprunter de manière autonome, on est forcément gagnant en termes d'impact sur le développement local. Et donc cette crédibilité financière, c'est aussi celle qui permet des émissions obligataires, des modes de financement nouveaux et la mobilisation tout simplement aussi de l'épargne locale. Voilà en quelques mots, j'en ai terminé, les leviers qui me paraissent devoir être mobilisés pour accompagner la croissance urbaine et faire en sorte qu'elle soit positive au plan économique, social et environnemental, et donc pour les hommes et les femmes qui y vivent. Merci. Merci beaucoup, Anne. Alors, on va pouvoir, je salue au passage l'arrivée de Monsieur le Ministre, et on va pouvoir passer à une séance de questions-réponses. Alors, on a, comme tout souvent, on a le truc dans les yeux, là, donc on ne voit peut-être pas nécessairement le fond de la salle, mais si vous avez des questions, il y a des micros qui circulent, voilà, dans la salle, et donc n'hésitez pas, on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions, mais on essaiera de faire à peu près correctement. Alors, soyez gentils pour justement gagner du temps, de faire des questions très courtes. Oui, bonjour. Français ou anglais? Il y a juste une question devant d'abord. Ah, pardon. Français. Vous m'entendez? C'est bon? Voilà. Merci, madame, de mettre comme exemple la ville de Medellín. Néanmoins, il faudra prendre vraiment l'exemple de la ville de Medellín, que je connais bien, puisque je travaille avec plusieurs parcs et les gouvernements de Medellín. Et c'est vrai que c'est une ville éducatrice, c'est-à-dire il faut commencer par éduquer. C'est une ville qui, en plus des parcs de violence, ils font des villes de paix. Vous le savez bien. Donc, des parcs dont il y a la misère, ils font des jardins avec des chefs d'entreprise, des gens qui étaient dans la misère. La question, ce sont des chefs d'entreprise. Donc, non, pour l'Afrique, avant de construire tous ces grandes villes qui ont dit intelligence, mais qui sont tout sauf villes intelligentes, les cas, par exemple, de Santander, qui n'est pas du tout une ville intelligente, et les plans de capteurs, mais ce n'est pas ça une ville intelligente. Une ville intelligente, justement, c'est une ville de développement durable. Donc, je me pose la question, si on ne fait pas comme en Amérique latine, certaines entreprises, notamment orientales, on leur construit une ville intelligente, et c'est ça qu'on appelle une ville intelligente. Ce n'est pas le cas, bien sûr, de vous, madame, mais c'est ça qui arrive aujourd'hui avec les Chinois en Afrique. Donc, on risque, avec ces nouvelles technologies, avec tous ces aides, avec tous ces puits d'eau, d'appauvrir encore plus l'Afrique. Voilà. Alors, je me pose la question. Voilà. Merci. On va prendre une deuxième question. Derrière, monsieur avait un micro.
Bonjour, Sylvain Charrier du groupe Vernier. Nous concevons et réalisons des centrales électriques à base d'énergie renouvelable. Pardon, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Ce serait mieux de ne pas parler à plusieurs. Merci. Pardon, donc oui, donc nous concevons des centrales électriques à partir d'énergie renouvelable ou hybride. On associe une source énergie renouvelable à une source diesel. Et nos solutions conviennent parfaitement à des villes, notamment des villes africaines, qui explosent en termes de démographie. Ces projets, l'enveloppe pour ces projets est de 10, 20, 30 millions d'euros. Précisément une enveloppe qui est finalement difficile. Il est difficile de trouver un financement pour ces enveloppes-là. Et donc la question, c'est qu'on a une technologie qui existe, qui permet de baisser de 30% à 50% la consommation de carburant d'une centrale électrique thermique d'une ville africaine. Mais comment est-ce qu'on fait pour financer un projet qui fait 10, 20, 30 millions d'euros? Merci. Anne, une réponse en 1 minute. Mais 1 minute, hein. Je crois qu'il faut d'abord convaincre les responsables locaux, on en revient là, de la pertinence de la solution et financer des projets de 10, 20, 30 millions d'euros qui permettent d'étendre l'accès à un service de manière propre, si je puis dire. Et forcément, c'est typiquement le genre de projet qu'en tout cas l'AFD, et je suis sûre d'autres bailleurs, peuvent accompagner. Mais il faut aussi que ça s'intègre dans le plan de développement de la collectivité. Et donc, c'est là qu'il faut intégrer ça dans cette vision du développement. Merci. Une question ici, monsieur. Madame Pogam a évoqué l'intérêt des échanges d'expériences entre les élus. Et je voudrais saluer mes 2 collègues maires et directeurs de services de grandes villes qui sont ici. Le problème de la ville par rapport au milieu rural est-il la bonne manière de présenter la question du développement? Moi, je plaide plutôt, c'est normal, je suis un président de région et je représente ici l'Association internationale des régions francophones et l'Association des régions de France. Parlons de territoire, parce que les enjeux écologiques, les enjeux de transport, les enjeux d'équilibre démographique, les enjeux de défis alimentaires ne pourront se résoudre dans les villes que si l'on garde des territoires ruraux dynamiques, vivants, suffisamment peuplés pour qu'ils soient aussi des territoires de développement. Et j'aimerais que dans tout ce que nous évoquons sur l'avenir de l'Afrique, cette dimension-là soit prise en compte de telle sorte qu'on globalise le problème et qu'on n'oppose pas métropolisation et développement. Merci beaucoup. Alors, on va demander au maire de Johannesburg if you could just react shortly to what has just been said about the regions, territories. Well, firstly to say that the process of urban development is integrally linked to the rural development issues, at least in South Africa, and we've taken a view as a country through the integrated urban development framework that we should have a chapter that deals specifically with the link between rural development and urban development and the linkages there related to that. I did, in my initial input, indicate that one of the things we're looking at is because we have the capacity to raise funding from the debt capital markets, we accept the reality that our surrounding municipalities do not have the same sort of capacity, and the idea now is to raise through a pooled financing mechanism a point that would be able to be structured to the benefit of the city, but also to the benefit of our surrounding cities that would not be able to, would be more rural in nature and character and would have different sort of challenges. Our benefit is, of course, if you increase the scope, the size, and the tenure, you're able to have better pricing. But at the back of our balance sheet, you'd be able to achieve mutual objectives between us and other cities. But our learnings as cities are also across the board. I mean, we, as mayors in many instances, learn from each other. We adapt new
innovations from different cities to our own cities, and we share our own experiences with other cities. We, as the city of Johannesburg, have been actively involved with Dakar in their issuance of the first municipal bond that they would be issuing in Dakar and Senegal. So the idea really is how do we share our respective experiences to the mutual benefit of our respective cities. Thank you very much. Si les ministres qui assurent la clôture veulent bien qu'on garde encore les 10 minutes prévues pour pas de problème. Alors, on a une question, monsieur. Ouais, courte question. Félicien de Carvalho, je suis de la Guinée-Bissau. J'ai porté un projet dans le domaine du développement de l'urbanisme depuis des années. Là, il y a M. Jassier en face de moi qui je voulais adresser directement. J'ai déjà sollicité votre groupe à travers M. Ristori. Bon, j'aimerais bien voir votre appui, qu'on puisse accélérer, parce que les 9, j'ai un rendez-vous avec le ministre de l'économie ici pour parler de ce projet dans le cadre de FASEP. Voilà, j'ai sollicité votre soutien. Message passé, voilà. Nicolas. Bon, vous voyez ça juste après. C'est bien, on passe les messages personnels en même temps. Madame Papalardo, présidente de Viva Police, voudrait intervenir. Je ne sais pas si quelqu'un peut lui donner un micro. Sinon, on va lui donner un des micros de la... Oui, oui. De la... Merci. Merci beaucoup. Michel. Juste un mot pour conforter ce qu'a dit notre modérateur sur Viva Police, c'est-à-dire sur l'engagement des acteurs publics et privés, les entreprises, les collectivités, les agences, l'AFD en particulier et tous nos ministères pour travailler sur la ville durable depuis quelques mois et pour bien sûr essayer de le faire de manière la plus opérationnelle possible avec l'Afrique et avec les villes africaines. On a commencé à travailler depuis quelques temps, pas très longtemps, et donc nous avons en cours là actuellement de préparation avec finalement tous les acteurs français qui sont déjà à la table ronde, qui sont tous des membres de Viva Police, des projets d'opérations très 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 clairs en juin en Côte d'Ivoire, mais avec aussi des tas d'idées et d'envie d'aller dans d'autres zones et si nous le pouvons bien sûr de venir vous écouter, vous entendre et échanger avec vous et je l'espère vous faire des propositions qui vont tout à fait dans le sens de ce que vous avez dit, de villes intégrées et humaines d'abord, bien sûr durables, bien sûr intelligentes, mais surtout qui répondent aux besoins de leurs habitants. Donc voilà, nous sommes à votre disposition et nous sommes tous prêts à travailler avec vous avec très grand plaisir. À bientôt. Je précise à l'intention de nos collègues africains qui sont autour de la table que c'est bien une vraie équipe France. Moi qui ai maintenant 35 ans de rugby et j'ai encore pas terminé, je confirme que c'est parmi les belles équipes que j'ai vues évoluer sur le terrain, si je puis dire. Il y a une question derrière là-bas. Alors, je sais pas, vous avez un micro ? Oui. Voilà. Oui, bonjour. Une petite réflexion un peu provocatrice et après une question. La France, après la révolution industrielle, a mis 150 ans à faire ses villes et on les a un petit peu... Putain, c'est toulousain, oui. Et on a un peu raté nos villes puisqu'aujourd'hui, on se plaint un petit peu du problème des banlieues. Est-ce que la France est bien dotée aujourd'hui pour donner des conseils à l'Afrique sur la manière de constituer ses villes ? C'est un peu une réflexion. Mais la vraie question, j'ai apprécié de notre ami camerounais l'aspect culturel. Aujourd'hui, on est dans l'urgence. Moi, je suis à Madagascar. Madame la directrice de l'AFD est venue récemment à Antananarive. On est dans l'urgence. Antananarive est une ville qui croît extrêmement vite avec aucune infrastructure. Est-ce qu'aujourd'hui, entre la réflexion et la nécessité de faire face à l'urgence, est-ce que par moment, on n'est pas obligé de faire des choix qui seront obsolètes très rapidement ? Comment on peut faire ces arbitrages-là ? Alors, qui veut répondre à ça? Would you like to... Yes, please. Madame la directeure générale des services de Kampala. Thank you very much. I think one of the biggest needs for the developing Africa is to be able to build capacity, to be able to identify, appraise, and describe our issues of development, and then be able to make meaningful decisions on what we want to do, other than expect someone to come from the top and plant what they think the solution is. And the challenge we have is a lot of people coming with funding to Africa today come with a prescribed solution and
try to impose it on a system that's not ready for that solution. So one of the things that we can really, really benefit from is having the capacity of Africans built to be able to appraise, identify, prioritize, so that we work together in a partnership, the people bringing in the fund and the support and the investment, and us, the beneficiaries, and therefore the long-term sustenance of these projects becomes more viable. So that's something that we really need to think about in our investment. Understand the culture, the needs, the setting, the background, because as you're saying, France was not built in 2 years. It took a long time. So we're going to draw from the lessons that you learned, the bad mistakes you made, and be able to build better systems, better infrastructure, and better solutions that will benefit us. But it's going to take working together other than doctor-patient prescription kind of relationship. Thank you very much. By the way, we still make some mistakes, less than we used to, but we're trying better, that's all. Une dernière question, s'il y en a. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'on peut passer un micro? Ah, il y en a un autre là-bas. Alors, on va prendre la question. Voilà. Et puis, on prendra une dernière question. Je vous remercie de me passer la parole. Est-ce que, véritablement, nous pouvons parler de ville durable sans mettre en perspective ce contenu-là avec le développement des campagnes? C'est-à-dire en termes d'infrastructures de base, en termes de création d'emplois décents. Ne s'agit-il pas, en définitive, d'une problématique de l'aménagement du territoire? Merci. Alors, c'est un peu la même question qu'a posée le président tout à l'heure, mais on va avoir une réponse peut-être complémentaire de celle du maire de Johannesburg pour que tout le monde puisse s'exprimer. Je vais peut-être demander à Jean-Jacques Cotto de donner brièvement sa réponse à, au fond, est-ce que l'aménagement du territoire ne doit pas se faire de manière conjointe entre la ville et les territoires autour de la ville? Brièvement. Oui, merci, très brièvement. Ça paraît être une évidence. Mais nous assistons aujourd'hui à cette ruée, j'allais dire, vers l'or, qui est que les citadins, en fait, sont en conflit avec les ruraux qui arrivent. Et comment? Parce qu'ils constituent une masse très importante, une masse de pauvreté. À partir du moment où cette masse de pauvreté vient des milieux ruraux, il se pose un problème d'assimilation de cette population au niveau de l'urbain. Donc, si nous ne faisons pas effectivement de politique régionale pour qu'on puisse aménager des ruraux et les citadins, ce sera un problème. Mais malheureusement, aujourd'hui, je disais tantôt que l'étalement de la ville, plus ou moins, va atteindre les ruraux de toutes les manières, parce qu'il se passe qu'au niveau des villes se trouvent malheureusement uniquement les infrastructures de base. Et si nous essayons d'implanter les infrastructures de base également dans les ruraux, il se passera simplement un déplacement de la centralité de la ville et nous reproduirons le même phénomène. Merci. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, vraiment dernière, et puis on demandera au ministre de bien vouloir conclure. J'ai dit ministre. Pardon, je suis dans la même continuité que monsieur, c'est-à-dire qu'on a un déplacement des ruraux vers les villes. On sait que la plupart des investissements pour construire des logements en ville viennent des privés, et ces investissements sont des logements d'une certaine qualité qui ne sont pas à la portée des ruraux qui viennent dans les villes. Or, l'État étant absent dans les nouvelles constructions, dans la plupart des villes africaines, il manque cruellement de logements sociaux. Or, je n'ai pas entendu parler de logements sociaux pendant toute cette table ronde. Ah ben, si, on peut peut-être, Anne et Nicolas en disent un mot. Enfin, vous avez raison, on n'a pas prononcé le mot logements sociaux, mais c'était compris dans les différents... Anne et puis Nicolas un mot, oui. Et puis on arrêtera là si vous voulez bien. On n'a effectivement pas prononcé le mot, mais quand on parle de accueillir, loger, moi j'ai prononcé le mot loger,
logés et parfois mieux logés aussi, hein, des gens qui vivent dans des conditions extrêmement précaires. Ça suppose effectivement des outils en faveur du logement. Et selon les situations et les différents pays, il est possible d'accompagner des organismes nationaux, mais parfois des organismes locaux. Et nous le faisons d'ailleurs en Afrique du Sud. Hein, nous travaillons avec des organismes publics pour financer de l'accès à du logement social et pour financer aussi bien de la construction que de la rénovation. Et effectivement, ça fait partie des politiques publiques d'aménagement de la ville qui fait partie des éléments des priorités, bien sûr. Merci. Nicolas ? Je redis simplement ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être pas été clair. Je crois qu'il faut, si possible, raisonner sur de vastes zones où on a des investisseurs qui vont peut-être investir sur des logements d'un certain niveau. Et si on valorise le foncier suffisamment, on dégage des moyens pour financer des logements sociaux destinés aux populations précaires. C'est un sujet absolument fondamental. Donc. Très bien, merci beaucoup. Je crois que malheureusement, on va devoir s'en tenir là parce que nous avons un horaire, parce que les ministres présents ont des horaires. Je voudrais vous remercier. D'abord, je voudrais remercier l'ensemble des panélistes qui se sont tenus à la règle que nous étions fixée et qui ont, je crois, permis au moins de débroussailler un certain nombre d'idées. On voit bien d'abord que, comme l'a dit Madame le directeur général de Kampala, on n'a pas de solution en un jour, ça va prendre du temps. Mais je crois que nous avons de bonnes pistes pour y aller. Je note que nous sommes tous invités justement à faire, je le dis pour Madame le ministre, nous sommes tous invités à tenir notre prochain forum à Kampala. Alors je ne sais pas si on le fera ou pas, mais en tout cas, c'est l'invitation qui a été faite ici, disons, devant un certain nombre de témoins. Donc on peut imaginer qu'elle vaille. Et je voudrais bien sûr remercier tout le monde et sans autre forme passer la parole à Madame le ministre Annick Girardin et à Monsieur le ministre d'Éthiopie, Monsieur Okbey. Merci beaucoup à tous, bonne soirée et bon retour chez vous. Pardon. Alors normalement, comme vous voulez, mais je crois que non. Normally you should begin parce que la fin, protocolairement, mes vieux souvenirs du corps préfectoral, c'est qu'on termine par le ministre français. C'était il y a très longtemps. Monsieur le ministre, if you please. Do you want? Ah, well, alors take my seat. Non, parce que sinon ça va être trop compliqué si on fait bouger tout le monde. You mind taking my seat? You mind? Let me thank the panelists above all and the moderator. We very much enjoyed the discussion. And this agenda is central to me. I have been the mayor of Addis Ababa. And during my term, I was lucky enough to transform the city. Addis Ababa is the headquarters of Africa Commission, Africa Union Commission, and United Nations Economic Commission for Africa. And I have also been working as Minister of Urban Development. And now I'm Special Advisor to the Prime Minister. So I can understand the challenges our colleague mayors have. They have to meet the demand of residents, but they have also to manage dealing with the state governments and also central government, which is not an easy issue. So I wish you good luck to everyone. And just to mention Ethiopia, urbanization has become a major agenda. In 1991, the population of Ethiopia has been 40 million. And now in 2014, 2015, it's 90 million population. Every year, the population is growing by 2.3 million. And the cities are growing close to 4% every year, while the national population is growing at around 2.5%. So cities are going to have huge burden. Here, when we discuss about cities, the key issue would be what are performing cities. For me, performing cities have triple dimensions. One is cities should be
engines of growth, engines of economic growth. And this has to change from the concept considering cities as entities that provide municipal services. Secondly, we also need cities that are sustainable, and cities have to contribute in reducing pollution and resource saving and protecting our planet. And thirdly, it has to be inclusive. If cities are not inclusive, there will not be social cohesion. So in this respect, I think the panelists have been able to highlight important dimensions. Here, one issue I would like to highlight is the responsibility of making cities engines of economic growth has to depend or has to also be the responsibility of not only local government, but also state and central government. Because cities have to play a central role in industrialization, in developing services sector. So here the changes have to be executed and planned at both levels. Long-term dimensions would be required. Just to give you in Ethiopia some example. Last week, we inaugurated the pre-testing of light railway transportation system in Addis, which is 34 kilometers. And at national level also, we are building national railway, which is electric driven. So Ethiopia uses 100% clean energy, but it's also using it for national railways that uses electricity generated from hydropower and wind energy, and LRT system that is generated from hydropower and wind energy as well. By the way, this LRT, it has been realized after almost 10 or 12 years, and City of Lyon has played an important role, and the FD has also been a player in this process. So partnership could play an important role, and necessarily being inclusive and being sustainable city and making cities as poles of economic growth are complementary. So I think the approach that both at central level and local level should work together, and also partnership should be used in a way that helps the improving the situation of cities would be important. So for me, all this approach requires a very proactive and long-term approach. Having said this, I just want to highlight 1 or 2 minutes at what changes we are having in Ethiopia. For the last 11 years, Ethiopia GDP annual growth rate has been 11%. 11% for 11 years without any drop of oil. The whole dynamics of growth has been driven from agriculture and also partly city economic growth. We have been able to reduce poverty by half, and life expectancy improved from 44 years in 1991 to 63 years at the moment. So now we consider the key challenge would be how can we sustain this economic growth? We cannot just build this economic growth based on informal sector. We have to build a very strong and dynamic manufacturing sector. In this prospect, process, we have planned a long-term plan for 10 years. And here also the synergy becomes critical. For instance, we are planning to expand industrial parks. But we are saying we should leapfrog, and the industrial parks have to be eco-industrial parks, so that we build a dynamic economy, but without compromising the damage to the climate. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Minister. Thank you. Voilà, Madame le Ministre, si vous voulez bien conclure. Attention, voilà. Attention derrière. Pas de souci, tout va bien. Alors, je suis à nouveau parmi vous pour clôturer effectivement cette table ronde sur un sujet au cœur du développement durable, celui de l'avenir des villes et de notre contribution collective à leur trajectoire. Vous l'avez dit, l'urbanisation galopante, je l'ai entendu en arrivant, que connaît la planète n'est pas près de ralentir. Chaque jour, sous la pression de la croissance
démographique de l'exode rural, vous en avez également parlé, cette urbanisation s'amplifie. La planète comptera donc plus de 6 milliards d'urbains en 2050, 2 fois plus qu'aujourd'hui. À cette même date, l'Afrique aura vu sa population urbaine tripler pour atteindre 1,2 milliard. Cette croissance urbaine est incontestablement une source d'opportunités. Elle tire vers le haut la croissance économique du continent. Aujourd'hui, ce sont bien les villes qui concentrent l'industrie et les services et représentent les 2/3 de la croissance économique. Ce sont les villes qui accueillera cette jeunesse créative et branchée sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui innovent et transforment de l'intérieur de l'économie et l'économie africaine. C'est en ville qu'émerge aujourd'hui une classe moyenne. Mais cette croissance, et ça a été dit ce matin d'ailleurs par les différents présidents qui se sont exprimés, cette croissance urbaine trop rapide est également porteuse de risques majeurs. 1/3 de la population urbaine vit aujourd'hui dans des bidonvilles. Ce phénomène de bidonvillisation a déjà et aura bien davantage encore un impact pour la planète. Les défis sont économiques et sociaux. Le chômage et le sous-emploi des jeunes, mais aussi la ghettoisation, la précarité des conditions de vie et l'insécurité sont autant de difficultés que partagent au quotidien ces populations reléguées dans des quartiers précaires. Les défis sont également d'ordre environnemental, car des villes mal planifiées, mal gérées, sont des villes qui gaspillent leurs ressources, émettent des gaz à effet de serre, détruisent l'environnement et sont peu résilientes. Les villes connaissent en Afrique, comme ailleurs, des difficultés de transport, de qualité de l'air que nous devons affronter tous ensemble. Face à cette situation nouvelle, nous ne l'avons pas connue à cette échelle et à cette vitesse, ni en Europe, ni en Asie, le disait d'ailleurs M. Zinzou ce matin, nous devons donc innover, et encore innover ensemble. Nous nous fixerons des objectifs de développement durable en septembre prochain, et les villes doivent être pensées dans ce cadre. Premier point, la ville ne doit pas être une construction spontanée. Vous l'avez dit, elle doit se penser dans l'espace et dans le temps. Il s'agit de mieux concevoir les villes, de planifier le développement urbain pour l'organiser, pour l'anticiper. Il s'agit de ne pas se concentrer uniquement sur les mégapoles et les capitales, mais en penser globalement l'aménagement du territoire. Car penser les villes, c'est aussi penser un monde rural. Deuxième idée, la ville durable est une ville pour ses habitants. Des villes qui cherchent à améliorer, dans la durée, les conditions de vie. Des villes favorisant les rapports humains. Des villes qui ont du sens, qui traduisent un objectif et un projet collectif. Acteurs publics, entreprises, sociétés civiles et habitants. Tous ont un rôle à jouer dans cette construction. La ville durable doit d'abord être pensée, aménagée et gérée pour favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble, qui sont d'ailleurs au cœur de l'attractivité et de la performance, puisque vous avez choisi effectivement ce thème. Une ville fragmentée, qui exclut, sera violente, peu attractive et non durable. La ville solidaire améliore les conditions de vie sur l'ensemble du territoire, recoule le territoire, lui donne une cohérence autour d'une dynamique collective au service des populations. Et puis une troisième idée, la ville durable doit bien sûr être pensée et aménagée en fonction de son impact sur l'environnement. Cela inclut sa consommation d'énergie, la qualité de l'air, sa résilience face aux catastrophes naturelles, les inondations en particulier. Tout le monde a en tête les grandes villes des pays émergents, confrontées à la pollution, qui devient un enjeu sanitaire majeur d'ailleurs pour elles. Au point que dans certains pays, les classes aisées refusent désormais les centres-villes, trop pollués, trop encombrés. Ces erreurs, nous pouvons les éviter à l'avenir. Les villes n'en seront que plus performantes et plus agréables à vivre. Je voudrais souligner ce dernier point et aborder spécifiquement la question climatique, car vous le savez, la France accueillera la conférence Paris Climat cette année, à la fin de l'année, en décembre prochain. La ville durable sera donc au cœur de cette
conférence. Elle est au centre de l'agenda des solutions que portent la France et le Pérou dans la suite de la dynamique qui a été lancée par les chefs d'État à New York en septembre dernier. La lutte contre le dérèglement climatique offre en effet des opportunités de croissance économique durable, permettant à la fois des créations d'emplois, une cohésion sociale et une préservation de la planète. Penser la ville autour de son approvisionnement énergétique, construire des bâtiments efficaces en énergie, planifier les transports en commun, c'est le défi, c'est notre défi commun pour les autorités locales, mais aussi les entreprises et les populations. La France s'est depuis longtemps engagée dans cette réflexion. Ces collectivités territoriales, vous avez dû peut-être le dire aussi, Monsieur le Président, ces collectivités territoriales mobilisées dans la coopération décentralisée, y travaillent dans la logique des nouveaux partenariats qui accompagnent nos réflexions depuis déjà plusieurs mois sur le financement du développement. Mais la France dispose aussi d'un tissu économique dynamique, véritable outil de partage des technologies durables. Les entreprises françaises ont développé de longue date un savoir-faire reconnu dans ce domaine, couvrant l'intégralité de la chaîne, allant de la planification et l'architecture à la construction des réseaux urbains et à l'ensemble des technologies de pointe permettant de limiter les impacts de la ville sur l'environnement. En outre, les entreprises françaises sont depuis longtemps tournées vers l'Afrique. Elles y ont d'ailleurs développé des partenariats solides avec leurs homologues africains. Tous les acteurs sont là, acteurs publics, acteurs privés, États et collectivités, citoyens et entreprises. Mais je crois qu'au-delà de l'implication de chacun, réelle, utile, nécessaire, nous devons chercher une action coordonnée, une action plus coordonnée. Les acteurs publics seuls n'ont pas le plus souvent les moyens de faire face à la complexité des défis urbains, des défis qui nous attendent, qui vont d'ailleurs se complexifier. Les acteurs privés seuls n'ont ni la vocation, ni la capacité. Il faut donc mobiliser les habitants, les communautés, il faut s'appuyer sur les entreprises convaincues que leur avenir y est. Elles aussi résident dans la construction d'un territoire durable. Je crois que chacun aujourd'hui sait que l'ensemble de ces partenaires sont en mesure d'avancer ensemble et d'apporter des réponses. Il convient donc d'aider les élus et les administrations à mettre en place des solutions qui ne peuvent être que participatives. Et ce mot de politique participative, de démarche participative, on l'entend de plus en plus et ça se concrétise de plus en plus et j'en suis ravie. Il s'agit donc d'inventer de nouvelles formes de partenariats publics, privés. Certains l'ont déjà fait, des exemples ont été donnés, qui reposent sur l'expression des attentes et des besoins des différents acteurs, la mobilisation de leurs ressources respectives et bien sûr des relations de confiance qu'elles peuvent nouer entre elles. Nous voulons donner corps à cette approche intégrée et la porter avec nos partenaires, nos opérateurs. Et je voudrais citer au nom de la France l'Agence française de développement, et je salue effectivement sa directrice générale ici, Anne Pogam, donc l'AFD qui appuie les collectivités locales et finance des projets urbains, elle a sans doute pu vous l'expliquer plus largement, selon cette vision intégrée du développement des villes. Et puis la France, c'est aussi Expertise France, qui vient d'être lancée et qui dispose, à travers son département développement durable, d'un vaste réseau d'experts dans tous les domaines liés au développement urbain durable. Et puis, il y a aussi les acteurs français de l'urbain à l'international, qui se sont rassemblés au sein d'un partenariat français dans les villes et les territoires, et qu'on appelle plus communément le PFVT. Et cette expertise peut également être mobilisée. Nous avons aussi fait du mieux vivre en ville l'une des 6 familles prioritaires pour l'export français. Les principaux acteurs publics et privés de l'export français, en premier lieu d'ailleurs les fédérations professionnelles et les entreprises, se sont regroupés sous une bannière unique, Vivapolis. Voilà, c'est des outils qui sont là pour aider à coordonner, pour aider à financer, pour aider à réfléchir, pour aider à agir. Et n'hésitez pas à y faire appel. J'espère que la Fondation, qui aujourd'hui s'est créée officiellement, merci d'ailleurs, même s'il n'est pas là, à Lionel pour son implication et le chemin parcouru depuis une année.
Cette fondation qui se crée donc autour du désir mutuel d'engager des partenariats franco-africains équilibrés dans les secteurs clés pour le développement économique du continent. Donc, bien sûr, l'urbanisation reflètera aussi cette vision traduira en action, j'espère, rapidement cette année au service des villes performantes, attractives et durables. Et puis, merci à tous. Et puis, je ne peux que dire bonne route à la Fondation. Bonne route à tous ceux qui, au sein de cette Fondation, s'impliquent dans l'ensemble des actions que vous allez mener. Plusieurs thèmes ont été annoncés ce matin. Donc voilà, et je resterai en contact régulier avec cette fondation et tous les acteurs de cette fondation, car c'est la mission qui m'a été confiée par le président de la République, par le Premier ministre et par Laurent Fabius, c'est-à-dire de faire en sorte que ensemble, ou c'est l'ensemble de ses partenaires arrivent à faire de son continent africain, ou arrivent à permettre une croissance davantage plus importante demain qu'aujourd'hui encore. Merci. Madame le ministre. Alors, c'est la directrice générale des services de Kampala. Enchantée. J'ai entendu votre invitation. On s'est vu à table, nous avons mangé. Merci à tous. Voilà, cette journée se termine. Je crois qu'il y a un autre atelier. Il y a un autre atelier. Vous voulez une photo collective?